Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler des structures ressources pour un allaitement serein et imperméable au jugement. Donc, on a une sacrée thématique, pas beaucoup de temps, donc on va plonger dedans directement. Je suis ravie de pouvoir faire cet échange avec trois personnes merveilleuses qui s'impliquent pour l'allaitement, le droit à l'allaitement et pour tout ce qui peut venir en soutien aux mères et aux parents pendant cette période un petit peu délicate parfois. Donc on a la chance d'être ici avec Chloé, qui est puéricultrice et consultante en allaitement chez Naissance. On a Flora Jiménez, qui est autrice et formatrice en allaitement maternel. Et on a Audrey Lafont, qui est animatrice au sein de la Leche League. Merci toutes les trois d'être là pour ces échanges. Est-ce que on peut partir du constat? Alors, j'ai appris une anecdote récemment. J'étais assez choquée parce que je ne le savais pas. Il paraît qu'en France, nous sommes les mauvais élèves en termes d'allaitement. On a le plus faible taux d'allaitement au monde. Après X mois, je ne connais pas les détails, mais bon, je savais qu'on avait des petites choses à rattraper, mais je ne savais pas que qu'il y avait un tel écart avec d'autres pays. Donc, je pense qu'on sera toutes d'accord sur le constat actuel, qui est de dire que malheureusement, il y a beaucoup de mamans en France qui essayent de se lancer dans l'aventure et qui font face à beaucoup de difficultés sans forcément trouver le soutien, les réponses qu'elles cherchent de sources sûres derrière. Donc c'est tout, tout l'intérêt de cet échange avec vous, c'est d'y voir un petit peu plus clair. En tant que maman, que future maman, comment est-ce qu'on prépare une naissance, un allaitement? Comment est-ce qu'on fait en sorte voilà, d'atteindre ces objectifs, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là pour parler d'un allaitement, mais pour vivre cette aventure de façon pleinement consciente et épanouie. Voilà, c'est un petit peu le sujet du jour. Est-ce que Chloé, tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu préconiserais justement pour pouvoir préparer en amont l'allaitement pendant la grossesse, pour pas se retrouver un petit peu embêté le jour J? Bien sûr, je vais répondre avec beaucoup d'entrain à ce sujet. Donc moi, je m'appelle Chloé, je suis infirmière puéricultrice et consultante en allaitement. Et j'accompagne tout un tas de familles au quotidien sur des thématiques qui sont parfois tellement ancrées qu'on se rend compte qu'en fait, la problématique initiale, c'était la méconnaissance en fait énorme sur la lactation et le processus d'allaitement. Et en fait, vraiment, la situation qui revient le plus souvent, c'est que on attend en fait souvent d'être à la maternité pour se faire accompagner par les équipes, mais finalement, on n'a jamais mis de ressources concrètes dans sa boîte à outils de parents, des ressources fiables et concrètes dont on va vraiment détailler toute la nécessité après. Et on se laisse un peu porter par ce déroulé de la grossesse, ce suivi qui est relativement médical en France. Et puis, on se laisse un petit peu porter par la vague et puis on attend que ça se fasse. Ce qu'il faut avoir en tête, et je ne sais pas si tout le monde autour de cette table ronde ce soir a l'information, mais c'est que oui, la lactation, c'est un processus qui est naturel, que le corps va mettre en place à partir du moment où il n'y a pas de pathologie hormonale, où il n'y a pas eu de chirurgie mammaire, en tout cas, qui va pouvoir venir en fait abîmer un petit peu le fonctionnement de la glande mammaire. Mais l'allaitement, c'est un vrai processus qui prend du temps et qui va nécessiter réellement des compétences du bébé et des compétences des parents, et notamment de la maman qui va proposer l'allaitement. Donc en fait, la préparation initiale, elle est essentielle et elle est parfaitement complémentaire du suivi médical qu'on peut avoir auprès de sa sage-femme, auprès du gynéco, auprès de la PMI, auprès de l'hôpital qui va nous suivre pour cette grossesse ou cette maison de naissance en fonction du projet de chacun et de chacune. Et en fait, on est parfaitement complémentaires parce que sur ces approches-là, sur ces ateliers de préparation à l'allaitement, on vient mettre de la théorie, de la pratique et on rentre aussi dans le détail. Qu'est-ce qui se passe si je donne naissance à mon bébé par césarienne? Comment est-ce que je peux lancer tranquillement ma lactation? Avec des petites ressources très concrètes qui sont en même temps à portée de tous, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des processus très compliqués, des protocoles qui demandent une énergie dingue, en ayant conscience qu'on peut être acteur en fait du lancement de sa lactation dès l'arrivée de son petit bébé, qu'il y ait séparation ou non, et ben on peut faire des merveilles. Donc cette préparation, elle est essentielle. Et puis surtout s'entourer de personnes ressources avec encore une fois des diplômes et des certifications qui sont vraiment reconnues au maximum et qui se basent le plus souvent sur les recherches et les articles scientifiques.
Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent dire que l'allaitement, c'est naturel. C'est pas parce que l'allaitement est naturel que l'allaitement est facile. Surtout dans une Exactement. culture où on a très peu été exposés nous-mêmes à l'allaitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette observation qu'on peut avoir dans d'autres cultures. On n'a pas forcément vu nos mères, nos sœurs allaiter, etc. Donc voilà, il y a ce besoin un peu plus fort peut-être aussi chez nous de compenser un petit peu ces pratiques qui se sont perdues au cours des Oui. dernières générations. Et donc, ta recommandation, ce serait de participer à des ateliers, s'il y a des ateliers, des choses comme ça, d'initiation, de préparation qui Exactement. existent, et puis de Ouais. constituer son petit carnet d'adresses en amont pour savoir si, voilà, Ouais. si jamais on a un petit pépin, Exactement. on Ouais, sache. c'est ça. De se constituer un village de professionnels, un village ressources aussi côté famille, mais ça, on va aussi l'aborder après sur les difficultés qu'on rencontre quand on est maman allaitante. Et moi, j'ai un exemple très concret à vous partager, c'est que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi à Mayotte, donc un petit bout de France qui est coincé entre Madagascar et le Mozambique. Et en fait, dès que les jeunes filles, elles ont leurs premières règles, elles intègrent le groupe des femmes de la famille, et en sachant que c'est un mode de famille qui est très élargi par rapport à nous, ce qu'on peut connaître en France métropolitaine. Et donc, en fait, elles ont une imprégnation culturelle, une transmission des gestes, une observation fine du corps des femmes qui commence dès leur propre puberté. Et en fait, euh, l'allaitement est bien plus simple, par exemple à Mayotte, parce que on arrive, enfin, quand je dis on, c'est ces jeunes femmes arrivent à la maternité, parfois un premier bébé à 15 16 ans, des jumeaux, des triplés, parce qu'il y a beaucoup de grossesses multiples sur ce territoire. Et Mm. finalement, à 15 ans, elle met des jumeaux qui sont prématurés au sein et en même temps, elle téléphone et elle commande des bananes et c'est parti. Et en fait, enfin, moi, j'ai découvert les difficultés réellement d'allaitement quand je suis rentrée en métropole. Je me dis, c'est pas Mm. possible. Il faut qu'on accompagne ces femmes, il faut qu'on accompagne ces familles pour leur redonner toutes ces ressources qu'on n'a pas eues parce qu'on vit dans une société où chacun vit chez soi et on apprend à devenir parent quand son bébé est là. Donc, il y a tout un tas d'enjeux qui se périclitent à ce moment-là. Super, merci beaucoup pour tes retours, Chloé. Flora, une fois que bébé est là, si jamais on a des petits pépins avec l'allaitement, vers qui est-ce qu'on peut se tourner à ce moment-là? Donc Chloé a commencé à parler de petits carnets d'adresses, voilà, d'essayer de s'entourer déjà dès la grossesse de personnes un petit peu ressources. Vers qui est-ce qu'on se tourne en cas de difficulté d'allaitement? Alors, en cas de difficulté d'allaitement, on se tourne vers un professionnel de l'allaitement, vers une professionnelle de l'allaitement. Donc, quelqu'un qui est reconnu, qui est formé, qui nous est recommandé. Mais au-delà de ça, je dirais pour s'entourer quand on est une jeune maman. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes figé? Ouais, Oui, oui, super. on t'entend. Ok, super. En fait, il y a un processus, donc comme disait Chloé, quand on va se préparer en amont à l'allaitement, on comprend un petit peu tous les mécanismes et il y a un processus qui est important dans l'allaitement. Il y a une bonne partie qui est quand même hormonale, qui est faite par notre cerveau, l'ocytocine, la prolactine. Et pour que ces hormones elles s'expriment du mieux possible, on a besoin d'être dans un environnement calme, serein, on a besoin d'être soutenu. Et je dirais que finalement, les bonnes personnes pour s'entourer, c'est celles qui nous mettent en confiance, avec lesquelles on se sent bien. Donc, pour choisir une professionnelle, c'est quand même un critère important. Et au-delà de ça, dans vos familles, dans vos amis, c'est des gens qui sont là pour vous soutenir, des gens qui viennent chez vous, qui vous amènent à manger, qui vous imposent pas leur présence. Ah, on t'a perdu, Flora. Flora, on t'a perdu. Les doulas, elles sont là, c'est des personnes qui sont à votre On a écoute, à eu, votre on a eu soutien. un mini couac, Flora, on t'a perdu pendant quelques secondes. Si tu peux faire un tout petit peu de machine arrière, excuse-moi. Ok, du coup, je disais qu'à l'origine, moi, je suis doula, que les Mhm. doulas, c'est aussi une personne qui est intéressante. Alors, la doula, c'est pas celle qui va vous soutenir à proprement parler dans l'allaitement si vous avez des difficultés. Elle peut avoir quelques bases, mais c'est pas forcément une spécialiste. Euh, Là, il faut vraiment être sur une professionnelle. Mais par contre, la doula, elle est là, elle est à votre écoute. Elle connaît quelques bases et elle est là en soutien. Et en fait, ça, des fois, c'est suffisant. Et on a vraiment besoin de ça en tant que jeune maman. Donc, c'est vraiment se créer tout un village, que ce soit les amis, les proches, qui vous nourrissent, qui vous portent. Et ça, c'est aussi bon pour votre allaitement que pour votre postpartum, de Hmm, manière générale. hmm. Oui, c'est vrai que parfois la façon dont les consultantes en lactation sont montrées dans les films, les séries, etc.,
on a l'impression, c'est toujours un petit peu cliché, et on a l'impression qu'elles vont arriver avec une liste d'injonctions, de il faut, qu'elles vont être très strictes, qu'elles vont nous dire mais c'est catastrophique ce qui se passe ici. Et en fait, ce que tu dis toi, c'est que bon, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Avec l'immense majorité des professionnels, évidemment, ça se passe pas du tout comme ça, et que au contraire, il y a vraiment cet axe juste de présence, d'écoute, de soutien, qui a aussi toute sa place au-delà du simple conseil. C'est vraiment une partie essentielle de ces premiers jours, j'imagine. Ouais. Merci pour tes retours, Flora. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du coparent aussi dans cette aventure d'allaitement? Parce que on sait que souvent, bon, les papas, en l'occurrence, moi, c'est toujours des retours de papas que j'ai eus, ont du mal à se positionner dans cette aventure lactée, et il y a une forme souvent un sentiment d'impuissance qui peut s'installer, notamment quand il y a des petites problématiques et que la maman a mal, par exemple. Et voilà, quand on n'a pas participé aux mêmes ateliers, aux mêmes initiations, qu'on n'a pas accès à la même information, parfois on a un soutien qui est plus ou moins solide aussi à ce niveau-là. Est-ce que Audrey, tu veux nous en dire un petit peu plus sur le rôle du coparent dans cette aventure, et savoir comment il ou elle peut prendre une place importante finalement, et vraiment contribuer à ce que ça se lance sereinement? Oui, alors moi, je voulais juste préciser par rapport à ce qui a été dit avant sur le fait de bien s'entourer, qu'il y a effectivement des professionnels certifiés, et c'est super important voilà, de demander autour de soi, d'avoir des recommandations pour se diriger. Il y a aussi les associations, donc moi je fais partie de la Leche League, et puis il y a plein d'autres associations de soutien à l'allaitement, et on n'est pas là pour amener les gens à allaiter selon une image, mais selon vraiment le projet qui leur convient. Et parfois, les animatrices à la Leche League ont aussi les bonnes ressources de professionnels avec qui elles sont en lien. Donc voilà, c'était l'ajout aussi. Et voilà, il y a ce rôle de soutien plutôt que de profession médicale. Et la Leche League, d'ailleurs, a joué un rôle dans le fait que de certaines certifications comme IBCLC aujourd'hui, il y a un certain temps. Pour la place du coparent, moi, j'aime beaucoup raconter aux mamans qu'en fait, la place du papa ou d'une deuxième maman, elle est encore plus importante que la place de la maman. Parce que là où la maman, elle va être focus sur son bébé, et on va lui demander de vraiment, surtout quand il y a des difficultés ou quand le bébé est tout petit, on va lui demander d'être vraiment sur son allaitement, d'observer, etc. Ben, le papa, lui, il va être au-dessus, entre guillemets, et lui, son rôle, ça va être de prendre soin de la maman et du bébé, et de s'assurer que la maman et le bébé ont leurs besoins satisfaits. Et donc, c'est un rôle, à mon sens, encore qui porte encore plus de responsabilité, et moi, j'aime bien donner cette image-là aux mamans. Et après, ça va dépendre de tout un tas de choses, en fait. Est-ce que les mamans se retrouvent seules rapidement? Alors, j'ai un écho. Pas si... Ah mince, attends, j'éteins mon micro. Je sais pas si c'est... voilà, ça va dépendre aussi de tout un tas de choses. Est-ce qu'on est en présence d'un coparent qui est soutenant? Est-ce qu'il est en marche pour ce projet d'allaitement? Est-ce qu'il reprend le travail très rapidement? Voilà, il y a tout un tas de choses qui s'articulent tout autour de la maman, en fait, et qui vont vraiment venir donner la place à chaque papa en fonction de la famille, comment elle est composée, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il n'y en a pas. Et j'aime beaucoup aussi partager, surtout quand les parents ont des difficultés de communication, quand les mamans rencontrent des difficultés, ça arrive très fréquemment que le papa, il ait envie d'apporter des solutions, en fait. Il voit sa femme souffrir, il voit son bébé potentiellement pas prendre de poids, il a peur. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est de pouvoir avoir le contrôle sur quelque chose et de pouvoir apporter des solutions. Et là, ça peut être très difficile, en fait, de s'entendre dire bah, tu devrais donner un biberon, ou il a faim, tu vois, etc. Et donc, c'est l'idée si on peut, de pouvoir communiquer avec les deux parents. Donc, moi, je communique beaucoup par audio WhatsApp avec les mamans, et des fois, je fais des audios en me disant bah,
ça, elle pourrait le faire écouter au papa. Et de vraiment d'intégrer en fait le papa dans le processus de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Et voilà, et le papa, il peut se faire un bon focus sur les couches, est-ce qu'elles sont bien refaites. Il y a plein de petites choses où on peut redonner le contrôle là où les gens en ont besoin. Parce qu'il y en a, ils ont juste besoin aussi de s'écouter et de se faire confiance et pas de qu'on rajoute des choses très précises, factuelles. Donc voilà, c'est plein de choses, c'est plein de choses à la fois. Et puis j'aime beaucoup rappeler aussi que en fait le bébé c'est un être multifactoriel et que le papa il peut jouer, il peut danser, il peut chanter, il peut faire l'avion avec son bébé, l'emmener partout dans la maison. Il y a énormément de choses à faire et que c'est les représentations sociales qui nous montrent que un bébé juste ça mange, ça dort et en fait il n'y a rien d'autre à faire et que la mère prendrait finalement tout ce qui est possible de faire avec son bébé. Donc c'est encore une fois, et comme pour chaque sujet, je pense ça appartient à chaque famille et d'aller comprendre avec la famille comment elle fonctionne, quelles sont leurs croyances, et puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme ressource qui a pu fonctionner pour d'autres familles. Oui, c'est super intéressant ce que tu partages et c'est vrai qu'on est pour beaucoup resté sur cette image de nouveau-né qui dort, qui pleure. En fait, voilà, c'est les couches, c'est le bain, voilà, et c'est le nourrir bébé. Et en réalité, il y a beaucoup plus de micro-interactions, il y a beaucoup plus d'autres façons de créer ce lien. Et ce qui peut aider aussi, c'est sûrement d'impliquer les papas aussi dès la grossesse, d'essayer de les aider à se libérer pour participer à ces éventuels ateliers, initiations, etc. Pour que, voilà, pour que le couple soit à la même page, en fait, et que le coparent aussi prenne conscience de tout ce qui existe et fasse pas forcément une fixette sur le côté nourrir bébé, comme on peut le voir parfois. Ça marche. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez le même retour, Chloé et Audrey. Et moi, je trouve que depuis 1 ou 2 ans, j'ai de plus en plus les papas qui appellent pour avoir des infos, des rendez-vous en première ligne plutôt que les mères. Je sais pas si vous avez le même retour. Ça m'arrive. Ouais, moi, j'ai le même retour et je trouve même que les échanges sont d'une richesse incroyable en fait avec les papas au moment des ateliers de préparation à l'allaitement parce qu'en fait on ouvre une porte, en fait on vient laisser la possibilité à ces papas de poser toutes leurs questions et de leur expliquer qu'il n'y a aucune question bête. On est là pour répondre à leurs questions, pour les aider à construire ce projet d'allaitement qui est un projet familial initialement et qu'ils ont toute leur part en effet de responsabilité et d'action dans ce projet d'allaitement et que en effet ils sont essentiels dans ce parcours. Et je te rejoins en effet tout à fait Flora et complètement Audrey aussi sur ce que tu viens de dire à l'instant. Ils sont essentiels dans le parcours d'allaitement. Et quand ils prennent cette porte qu'on leur ouvre, et ils sont d'un soutien sans faille, encore mieux que n'importe quelle doula ou consultante où ils sont au taquet derrière. Ça, c'est assez chouette à voir aussi. Puis ils ont un côté aussi, non mais c'est bon, ça va aller. Pas tous, hein, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui apportent ce côté-là de ça va, tout va bien. Oui, parce que l'information, c'est le pouvoir quelque part. Donc à partir du moment où l'information est disponible et qu'elle est là, après, ça permet aussi d'évacuer un certain nombre de peurs. On parlait des peurs, c'est souvent en fait les peurs qui viennent nourrir un peu ces tensions qui peuvent arriver, ces problématiques. Voilà. Une fois voilà, on sait d'où ça vient, forcément les réponses, nos réactions et notre façon d'intervenir sont complètement différentes. Donc, super, merci pour vos retours. Et est-ce que vous voulez vous partager un petit peu votre expérience aussi au sujet, question phare, des difficultés principales auxquelles les mamans font face dans les premiers jours, les premières semaines? Qu'est-ce qui revient le plus? Et est-ce que ce sont des difficultés finalement qui n'en seraient pas si les parents étaient mieux préparés? Est-ce que Chloé, tu veux démarrer? Oui, très bien. Alors moi, je trouve que vraiment la difficulté numéro 1, c'est cette méconnaissance en fait vraiment énorme sur le fonctionnement de la lactation, le fonctionnement du processus d'allaitement, qui met en fait à mal tout le monde. C'est-à-dire que ça met à mal donc ce petit bébé qui est sur ce besoin de survie d'aller stimuler la lactation de sa maman, cette maman qui essaye de faire de son mieux et qui elle-même essaye de contenir ses peurs et de ne pas les projeter sur son bébé. Ce papa, s'il y a un papa ou en tout cas une deuxième maman, même une maman solo,
qui n'a pas d'entourage, qui n'a pas ces professionnels qui sont formés pour pouvoir leur dire, OK, là, on fait une comparaison avec le biberon, on est sur deux modes d'alimentation totalement différents. Et l'allaitement, c'est un parcours qui est hyper individuel, en fait. On est sur une prise en charge 100% personnalisée. Et moi, vraiment, je trouve que cette méconnaissance, elle met à mal tout un tas d'allaitements. Et alors qu'en fait, si encore une fois on avait ces informations initiales et qu'on avait posé tranquillement les choses pendant le dernier trimestre de la grossesse et qu'il y avait vraiment la possibilité de maturer ce projet, de venir se questionner une fois, 10 fois, 150 fois s'il faut sur ce projet et aussi de poser ses limites. Est-ce que je suis prête à aller jusqu'à là? Est-ce que le fait de reprendre le boulot va me permettre d'aller jusqu'à cette étape de mon projet? En fait, on serait à milieu de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où en effet, on est des très très mauvais élèves hein, sur toute l'Europe notamment, en termes d'allaitement à court, moyen et long terme. Parce qu'il y a une Mm. méconnaissance qui est terrible et donc on se retrouve avec des injonctions et des conseils et des avis intempestifs divers et variés qui sont hallucinants. Et Mm. du coup, ben, voilà, la charge mentale se décuple, on pense être une mauvaise maman, un mauvais papa, et avec le feu d'artifice des émotions et des hormones du postpartum, et ben, c'est la dégringolade. Et on se retrouve avec Mm. des parents à récupérer à la petite cuillère, alors qu'ils viennent tout juste d'être parents et qu'ils devraient être en train de profiter à 1000% de ce nouveau rôle, de savourer chaque étape, chaque nouvelle journée avec leur bébé. Et en fait, c'est exactement la dégringolade inverse qui est en train de se Mm. faire. Et c'est surtout le fait qu'on parte du modèle biberon, c'est-à-dire qu'on se dise, voilà, tous les X heures, tous les X temps, telle quantité, l'histoire de la quantité aussi, c'est ces sujets-là qui stressent beaucoup au démarrage. Bien sûr, et puis la question des nuits, le nombre Mm. de familles que je récupère à qui on a dit oh là là, surtout faut arrêter les thèses nocturnes parce que c'est à cause de ça qu'ils dort pas. Bah essayez, c'est la meilleure manière clairement de foirer un allaitement. Et en fait, les parents pensent bien faire ou se Oui. retrouvent en effet tellement abasourdis, tellement emprisonnés sous ces injonctions, sous ces avis intempestifs qu'on se retrouve avec des allaitements qui vont malheureusement se terminer un peu tôt. Alors qu'en fait, finalement, si on reprend l'observation clinique de ce bébé et toutes les informations qu'on a autour de soi, donc le carnet de santé, une belle courbe de poids qui est exponentielle, un Mm. enfant qui se développe bien, des parents qui sont tout à fait euh, parfaits en fait dans leurs compétences parentales, qui sont dans l'observation de ce bébé. Et en fait, on se retrouve avec des difficultés qui découlent en fait vraiment de cette méconnaissance et de cette comparaison constante avec le bébé. Ouais. Et même de la part, il faut le dire aussi, hein, même parfois de la part du personnel soignant, des personnels professionnels de santé, qui vont avoir tendance à regarder, à pas regarder les bonnes courbes, etc., et à se baser sur d'anciens modèles, et à rajouter Totalement. du coup cette petite pression sur les parents qui sont déjà un petit peu stressés, hein, dès qu'on parle de santé d'un nouveau-né, de poids, c'est très stressant. Ce qui n'aide pas la mise en place de la lactation, évidemment. Donc ouais, donc bon, super, merci, merci Chloé pour ton retour. Est-ce que Audrey, c'est quelque chose que tu vois aussi, cet impact des injonctions et des croyances autour de l'allaitement sur la mise en route au démarrage? Euh, ouais, moi je pense que en fait la problématique de base c'est que les mamans elles trouvent pas forcément les bonnes infos auprès de la maternité où elles accouchent. Voilà, hein, en maternité on peut avoir jusqu'à 7 personnels différents dans la même journée, donc sur 24 heures, avec 7 discours différents. Après, chez le pédiatre, on en a un autre. Et puis, à 6 mois, on a un autre discours. Là, sur le groupe Facebook aujourd'hui une maman qui disait que le pédiatre lui avait dit que ça servait plus à rien, qu'à 6 mois, son lait, c'était que de la flotte. Et en fait, si clairement on avait une uniformité dans l'accompagnement de l'allaitement, les mamans, elles n'auraient même pas besoin de faire forcément des ateliers pour se préparer parce que se préparer, il y a plein de choses à apprendre, mais comme se préparer finalement à la maternité tout court, à le fait d'accueillir un enfant au-delà de l'allaitement. Et en fait, le fait de... On ne peut pas forcément apprendre toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté quand on va allaiter, hein, parce que c'est très divers et varié. Je ne saurais même pas en citer une en particulier, puis à chaque âge, ça change, etc. Mais si... je pense que c'est un peu le cas de toutes les personnes qui accompagnent dans l'allaitement, mais on se rend compte en fait de tout ce qui a manqué avant d'arriver à nous en fait, dans le parcours. Le nombre de courbes qu'on voit où le bébé a traversé 4 couloirs de courbes et que ça ne choque personne et que la maman se dit oh quand même je vais demander à quelqu'un. Et ça, pour moi c'est ça les difficultés que les mères rencontrent actuellement, c'est que
malheureusement, il y a une méconnaissance de l'allaitement et une insuffisance de formation des professionnels de santé. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à accepter, je trouve. Moi, c'est le truc que j'ai le plus de mal à accepter quand les mamans arrivent avec des discours où on se dit, mais pourquoi? Voilà. Et ça, c'est assez difficile. Voilà, oui. Parce qu'il faut rappeler que les pédiatres ne sont pas formés sur l'allaitement. Ils ont quelques heures d'initiation. 2 heures. Voilà, 2 heures. Autant dire que, voilà, s'ils regardent notre conférence en replay, ils en apprendront sûrement plus que ce qu'ils ont pu voir dans le parcours. Vraiment, c'est juste de l'initiation. J'ai une amie généraliste qui a fait le choix de se former en allaitement, mais en fait, c'est aucunement une obligation, parce qu'elle a voulu pouvoir accompagner les familles. Elle a eu ce côté humble de se dire, en fait, là, je ne suis pas outillée, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Mais en fait, de base, si la personne, si le médecin ou même la sage-femme n'a pas creusé cette piste, n'est pas allé se former ou ne s'y est pas intéressé plus que ça, en fait, il y a quand même ce risque d'avoir des informations erronées qui viennent, comme tu dis, Audrey, complètement faire partir notre parcours en vrille. En fait, il suffit d'un conseil très très mal placé au mauvais moment et ça peut vraiment avoir des grosses conséquences pour la suite. En fait, nos médecins, c'est même au-delà du fait qu'ils ne sont pas formés. On a toute une histoire en France et dans le monde. Et notamment, on a fini par protéger l'allaitement maternel parce qu'il y avait une vraie perte avec le lait industriel. Et les textes qui ont été votés au niveau international, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve sur les textes pour la cigarette. C'est-à-dire d'alerter que tout ce qui est préparation commerciale infantile, donc ce qu'on dit couramment lait artificiel, nuit à l'allaitement. Et ça, donc, c'est le texte au niveau international, mais au niveau européen et notamment en France, on ne l'a pas appliqué tel qu'il devrait être. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait avoir aucune publicité pour le lait en poudre. On devrait toujours informer les mères que ça peut mettre à mal leur allaitement et on devrait avoir un soutien de l'allaitement de manière générale. Mais en France, on a fait une exception au niveau des pubs pour les premiers âges. Donc typiquement, vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais quand vous voyez des pubs pour les laits industriels ou des boîtes en avant dans les pharmacies, ce n'est jamais du premier âge, parce qu'on respecte le droit international là-dessus. Le droit international disait toutes les boîtes. Nous, on a dit non, mais que le premier âge. Et on a fait une deuxième exception sur cette loi, c'est qu'on a le droit d'avoir des publications et des publicités dans les revues spécialisées pour le domaine médical. Donc au-delà de ne pas avoir de formation à l'allaitement, nos professionnels de santé ont par contre toutes les mises à jour des dernières recherches par rapport aux préparations commerciales infantiles. Et c'est leur formation continue en fait. Donc ils sont vraiment bien plus formés au biberon, ou pour le coup ils maîtrisent par rapport à l'allaitement. Est-ce que je viens de parler dans le vide ou pas? Pas du tout, absolument pas. Ok, comme les écrans étaient figés. C'était hyper intéressant. Oui, c'est vrai que... ouais, non, je savais pas que c'était aussi l'axe côté publicité auprès des médecins. Ils sont très bons en marketing, hein, nos industriels. Aujourd'hui, quand on voit les salons de la pédiatrie ou de la médecine, généralement, c'est assez souvent que c'est financé par des marques de l'industriel. C'est très très présent ça dans le milieu médical. Ça n'empêche pas que... Ah, on t'a perdu là, Flora. Je ne sais pas si tu nous entends. Ça va peut-être revenir comme tout à l'heure. Une porte ouverte en fait. On t'a perdu à nouveau pendant quelques secondes, Flora. C'est dommage, c'est la première fois que je vous vois toutes. Je disais que en fait, nos médecins, ils ont la volonté, ils savent que l'allaitement c'est mieux, il y a quelque chose quand même, mais leur absence de formation et cette ouverture aux recherches, c'est une grande porte ouverte au lobby qu'on a fait sur le médical. Et c'est vrai que je rejoins Chloé et Audrey. Les grosses difficultés rencontrées des mamans, c'est d'avoir 15 000 recommandations qui sont toutes diverses et aussi de faire confiance au corps médical sans savoir qu'il n'est pas formé. Oui. Et du coup, on récupère bien plus tard des cas très compliqués. Oui, parce que je pense que les parents ont aussi ce réflexe de se tourner, bien sûr, vers le pédiatre.
parce que c'est le réflexe de la plupart des parents. Et d'ailleurs, Audrey, tu parlais d'un post un petit peu cata que tu as vu passer dans un groupe, mais j'en vois passer beaucoup aussi. Et oui, il y a un côté rageant de se dire, mais pourtant, je suis sûre que ça partait bien. Et l'impact qu'on peut avoir avec juste venir semer le doute dans ce parcours, dans cette aventure, surtout auprès d'une personne, d'un parent qui n'a pas forcément pu mettre en place justement tous ces ateliers de préparation, qui n'a pas, comme on disait, été exposé à l'allaitement autour d'elle ou autour de lui. Forcément, ça peut vite foirer les aventures, quoi. Ouais, puis on a une attente que ça réussisse tout de suite. Ça rejoint ce que tu disais, Chloé, et puis tu avais repris Alison, où en fait, l'allaitement, c'est pas. On s'attend à ce que vraiment ça marche tout de suite, et parfois il faut du temps et de la transmission. Et moi, j'aimais beaucoup Katie Hine, qui est une chercheuse américaine. Elle a fait un TEDx où elle compare, elle dit l'allaitement, c'est physiologique. Mais il y a d'autres fonctions physiologiques, comme le sexe, par exemple, et personne ne s'attend que vous soyez bon la première fois. Et dans l'allaitement, il y a cette idée que ça va matcher du premier coup. Et en fait, non, c'est un processus physiologique. On a appris à marcher, on a appris à parler, on apprend à allaiter en le faisant. Idéalement, dans les espèces de grands singes, entre guillemets, comme l'humain, on apprend aussi en regardant les autres. Ça, c'est ce qui manque grandement dans notre société. On ne se voit pas allaiter entre nous. Et du coup, il était passionnant ton témoignage, Chloé, sur Mayotte, parce que c'est fort et ça montre vraiment ce qui manque chez nous, quoi. Oui, et du coup, il y a le micro-décalage. Mais du coup, c'est bon de rappeler aussi que c'est normal que la première fois on met bébé au sein, c'est pas forcément une montée de lait immédiate avec bébé qui prend 50 grammes le premier jour. Et c'est normal aussi que ce soit un processus, que ça prenne du temps, que nous, on apprenne, que bébé apprend aussi à téter, il y a ce mécanisme d'adaptation. Tout ça, c'est normal que ce soit pas immédiat et c'est important de le rappeler pour pas qu'on panique aussi dès le début alors qu'on est encore en train de se découvrir finalement. Ouais, je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est exactement ça, c'est passer notre temps et c'est notre rôle à déconstruire ces idées reçues de bébé arrive, je vais avoir une fontaine de lait sur chaque sein et je vais pouvoir allaiter tout le village, toute la maternité et ça va forcément se passer en un claquement de doigts et bébé va forcément trouver. C'est remettre aussi, et c'est vraiment ce que tu disais Flora, c'est remettre le bon timing dans le timing de la naissance, dans le timing du lancement de la lactation. Et que oui, la nature est très bien faite, mais encore une fois, on a besoin d'avoir cette réassurance du côté du bébé, cette réassurance du côté des parents pour que justement cette fusion et cette proximité intense, elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et aussi pour nuancer un petit peu ce qu'on vient de se dire sur toutes les difficultés, moi j'ai été très agréablement surprise récemment d'avoir des parents qui m'appellent en sortant de chez le pédiatre, en sortant de chez le médecin, en me disant, bah, en fait, c'est à contre-courant complètement ce que vous nous avez expliqué depuis qu'on se voit, depuis le début du suivi, et on aimerait refaire un point. Parce qu'en effet, si on se fie un peu à notre observation de parents, sur l'observation de notre bébé, ce qu'on a envie de faire en fait au fond de nous-mêmes, c'est pas du tout ce que nous a dit le médecin. En effet, de dire voilà, à partir de 6 mois, votre bébé il a complètement explosé sa courbe de poids, il est largement au-dessus, donc on arrête tout, votre lait est beaucoup trop nourrissant, là votre bébé il va devenir obèse. Et en fait, ça choque les parents. Donc on est quand même voilà sur un process où les parents petit à petit, grâce à ces informations en amont, en prénatal, et à ce village de professionnels qui se sont constitués, ils ont quand même un regard critique. Et c'est aussi toute la magie de ces accompagnements, c'est qu'ils se rendent eux-mêmes acteurs en fait de l'accompagnement de leur bébé. Complètement. Ouais, merci pour ton retour sur le sujet, Chloé. Est-ce qu'il y a une idée reçue en lien avec l'allaitement qui revient peut-être beaucoup, qui vous rend dingue, que vous voyez tout le temps passer, ou alors juste ça vous rend dingue en fait d'entendre ça? Est-ce que Audrey t'es confrontée comme ça à des idées reçues et tu dis arrêtez les belles-mères, arrêtez?
Ouais, ouais, j'ai fait une réunion ce matin. Bah, c'était l'allaitement quand il dure. Et clairement, c'était, je crois, une des questions de toutes les mamans, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute la pression extérieure, de toutes les... Voilà. Donc oui, il y en a plein des idées reçues et je ne saurais même pas en citer une tellement il y en a plein. Par Mm. contre, pour moi, celles qui mettent celles qui font beaucoup de dégâts, c'est toutes celles qui vont remettre en question les ressentis des mamans et Mm. remettre en question leur capacité à allaiter ou la capacité de leur corps à nourrir leur bébé en fait, parce que c'est très rare qu'on remette en question la capacité du corps de la mère à faire grandir le bébé quand il est dans notre ventre. Et il Mm. faut voir les rares cas où les mamans peuvent faire face à des retards de croissance, les dégâts que ça peut avoir sur la santé psychique. Et ben, en Mm. fait, c'est les mêmes dégâts qu'on peut avoir quand on va dire à une maman que elle allait trop souvent, que voilà. Et puis il y a cette même maman à qui on dit qu'elle allait trop souvent. Quelques temps après, on va lui dire que son bébé n'a pas pris assez de poids et que son lait n'est pas assez nourrissant. Et donc, pour moi, c'est toutes les idées reçues qui vont venir dire soit tu ne fais pas correctement, soit ton lait n'est pas adapté. Et en fait, alors que au fond d'elles-mêmes, elles doivent sûrement savoir qu'il y a quelque chose voilà, qui est là et qui est là pour une bonne raison. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ces idées reçues, pour moi, font énormément de dégâts. Et voilà, c'est très difficile. Et après, du coup, les mamans, elles sont face à plusieurs choix. Ben, soit elles vont suivre les idées reçues et se couper encore plus de leurs ressentis et du coup, ben, pour coller aux attentes en fait de la société, de bah tu devrais arrêter d'allaiter ou voilà. Et puis, soit à l'inverse, par contre, ça peut venir les renforcer dans ce qu'elles ressentent et venir aller chercher des informations, aller chercher des ressources pour contrer ça. Soit Mm. on est dans une espèce d'ambivalence à pas savoir quoi faire, à douter, puis à regarder son bébé et se dire mais non, mais je sais c'est ça qui est bon pour lui. Et puis et voilà. Et là où ça fait encore plus de dégâts, on en a déjà parlé, mais c'est quand ces idées reçues, elles sont portées par des professionnels de santé qui se positionnent en tant que sachants, en tout cas que les parents peuvent positionner en tant que sachants. Et Mm. là, c'est très compliqué. Et encore plus, moi, nous, dans notre posture d'animatrice, parce qu'on est animatrice bénévole, on n'est pas professionnel de l'allaitement. Et du coup, ben, parfois, moi, j'envoie les mamans en PMI et je croise les doigts très fort pour qu'elles ressortent avec à peu près les mêmes infos que ce que je leur ai donné. Mm. Et ça peut faire peur aussi quand nous, on est inquiète et qu'on se dit, la maman, il va falloir qu'elle trouve des professionnels qui Mm. soient derrière elle. Et donc, c'est vrai que moi, je dirais c'est ça, c'est dès que ça met à mal les ressentis de la maman, ça fait des dégâts énormes. Et c'est pas simple aussi après de redonner confiance. Mais la plupart du temps, quand elles ont la motivation, et en général elles l'ont quand elles nous appellent, Mm. voilà, petit à petit, avec du soutien régulier, elles arrivent à voir que oui, en fait, elles peuvent avoir valider leurs ressentis. Hein. Nous, une chose qu'on dit beaucoup, c'est écoute ton cœur, il n'y a pas d'erreur. Mm. Même quand on vient rassurer une maman et lui montrer que finalement tout va bien dans ce qu'elle nous décrit, moi je leur dis toujours, mais si vous continuez à avoir le doute, on se recontacte parce que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas exploré. Quoi. Mm. Oui, et c'est vrai que dès qu'il y a la moindre problématique, finalement, ce que va renvoyer l'entourage et les personnes qui accompagnent la maman, les soignants, etc., ça va être, il y a quelque chose que tu as mal fait, il y a quelque chose que ton corps a mal fait. C'est vraiment, tout le monde se dirige vers cette piste-là, et personne ne se dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose avant de blâmer toujours les femmes et le corps des femmes, en l'occurrence. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et d'ailleurs, moi, ça m'attriste beaucoup parce que les femmes qui ont un parcours d'allaitement qui est écourté malgré leurs souhaits, c'est souvent ce qui ressort après, c'est je n'ai pas été capable je n'ai pas eu assez de lait, je n'ai pas su, trois petits points. Or, en fait, il s'agit pas de leur corps, il s'agit pas de leur capacité, de leur volonté. C'est vraiment, c'est tout un système hein, finalement, et malheureusement, elles sont pas seules à traverser ça. Il faut peut-être mentionner aussi que l'arrêt précoce non voulu d'un allaitement, ça peut quand même laisser place à un deuil. C'est pas rien. Et souvent, l'entourage va dire bon bah tant que bébé va bien, c'est comme un accouchement. Tant que bébé va bien, tout va bien. Non, en fait, un accouchement Pas qui du se tout. passe mal pour la maman, c'est pas anodin. Un allaitement qui s'arrête
trop tôt que ce qui était prévu pour la maman, c'est pas anodin non plus, ça peut laisser des traces. Donc, ouais, sensibiliser aussi les parents à ça, mais aussi toutes les personnes qui sont amenées à accompagner ces familles. C'est pas un sujet léger. On parle beaucoup du bébé, des bienfaits pour le bébé, mais quand on nous retire l'aventure d'un allaitement quand c'est voulu, c'est quand même, ça peut être violent aussi. Ouais, puis en fait, il y a des fois, il y a des allaitements qui sont compliqués et les mamans à qui on va donner des conseils et autres. Et il y a aussi, on n'est pas dans, on n'est pas dans des sociétés, on nous a pas appris à écouter dans notre société. Et c'est assez humain et logique que quand quelqu'un à qui vous tenez se plaigne, entre guillemets, vous lui cherchez des solutions. Je prends l'exemple, souvent les mamans, elles vont dire qu'elles vont être fatiguées. Et on va leur proposer, bah, si tu veux, je te garde ton bébé, si tu veux, je lui donne un biberon, qui est vraiment pas ce dont elle a besoin. Une mère, ça a besoin d'être proche de son enfant. À la limite, elle aurait plutôt besoin qu'on la nourrisse ou autre. Mais en soi, ça part d'une bonne intention. Mais en réalité, la mère, elle avait peut-être juste besoin de dire qu'elle était fatiguée. En face, il y aurait eu OK, j'entends. Ah, on t'a perdu, Flora. On t'a perdu. Ça va se reconnecter. Vraiment nuire parce que ça met une espèce de pression. On t'a reperdu, Flora. On t'a reperdu pendant quelques secondes. Et je dis que ça vient vraiment nuire parce que ça met une espèce de pression à la mère. J'ai plus le droit de me plaindre que je suis fatiguée. Et du coup, il y a cette problématique de communication. Et je crois que malheureusement, c'est assez culturel et qu'aujourd'hui, va falloir peut-être oser. Puis avec les générations, ça va changer de dire, mais en fait, j'ai juste besoin de me plaindre là, que je suis fatiguée, que j'en peux plus. Si tu peux m'amener à plat, ce serait top. Mais non, j'ai pas envie d'arrêter l'allaitement. C'était pas le sujet. J'ai juste besoin de lâcher que je suis fatiguée. Il y a souvent la phrase des mères qui disent, qui disent dans les conseils qu'elles reçoivent ou les remarques qu'elles reçoivent, fallait pas faire d'enfant. Tu devrais être contente d'avoir un enfant. Mais c'est horrible. Oui, ça aide pas du tout. Voilà, il y a tout ça qui est une pression de fou. Donc, si vous avez autour de vous des mères qui allaitent, ou si vous allez être mère, entourez-vous de personnes où vous pouvez juste vous poser. J'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, ça me saoule. Sans avoir de jugement, parce que des fois, ça fait du bien de le déposer et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureuse d'être mère et qu'on veut à tout arrêter. Oui, et dans sa boîte à outils de parents aussi, on peut aussi citer cette phrase de j'ai envie de te dire un truc, je cherche pas de solution, juste j'en peux plus. Voilà, juste je suis fatiguée. On a aussi le droit de nous l'exprimer, que ce soit avec le coparent, que ce soit avec la copine avec qui on prend un café. Juste voilà, préciser l'attente avant pour essayer de contourner un peu cet écueil-là. Merci beaucoup Flora. Est-ce que Chloé, on va bientôt arriver vers la fin. Est-ce que Chloé, tu veux nous partager ta boîte à ressources? Vers qui? Est-ce que tu as un ouvrage un peu référence? Voilà, imaginons on a des mamans, des futures mamans qui nous écoutent. Où est-ce qu'elles commencent un petit peu leur cheminement? Ouais. Alors en fait, il existe mille et une ressources et je pense que l'essentiel, c'est que chaque famille trouve la ressource qui lui convient. Il y a des familles qui vont adorer avoir une belle bibliothèque professionnelle à la maison, qui vont être très lecture, d'autres qui vont être très podcast, d'autres très réseau. Euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure ressource qu'une autre. L'essentiel, c'est que toutes les trois, on puisse ce soir, voilà, partager nos ressources. Qui sont fiables. Pour moi, la première ressource fiable, c'est vraiment, encore une fois, ce professionnel de santé de proximité qui va pouvoir suivre les familles à domicile, en cabinet ou en visio. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est la règle numéro une. S'entourer d'associations qui vont être, encore une fois, références et en référence sur toutes les dernières recommandations autour de l'allaitement. Et puis, il existe après, en effet, plein d'ouvrages, notamment Choisir d'allaiter, Bienvenue au bébé. Il existe mille et une, en fait, ressources. Je pense que chaque ouvrage apporte quelque chose au processus d'allaitement et au processus du choix d'allaitement de cette famille. Donc pour moi, il n'y en a pas qu'une en fait. Ce serait trop difficile et trop restrictif d'en donner deux ou trois là comme ça, un petit peu sur le vif. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on puisse vraiment continuer d'harmoniser nos pratiques, de travailler en réseau, tous ensemble avec un objectif commun. C'est vraiment de soutenir la lactation, soutenir l'allaitement et le processus de chaque famille. Mais
C'est vrai que c'est un peu compliqué comme question Oui. de pouvoir donner une ressource plus qu'une autre. Mm. Moi, j'en connais certaines, mais peut-être que les filles en connaissent d'autres et que je méconnais. Et c'est vrai que, encore une fois, on peut pas se positionner en sachant et en Mm. monopolisant du coup cette question-là en disant nous, on va forcément vous apporter ça et c'est forcément mieux que peut-être la ressource que vous avez à la maison. Non, mais ça peut être même, Moi, tu vois, peut-être à titre perso, tu as, je sais pas, un podcast qui t'a aidé, je sais pas, hein, dans ton histoire perso ou alors dans ton travail, où tu t'es dit, bon, bah ça, heureusement je sais pas, qu'il existe ce magazine ou ce groupe Facebook ou voilà, pas forcément. Ça veut pas dire que la ressource est meilleure que les autres, juste vraiment à titre perso, ouais. ce qui a pu vous aider, vous aiguiller vous, peut-être. Ouais. Après, c'est vrai que bah, moi, comme je suis infirmière puéricultrice, j'ai vraiment ce volet médical, paramédical. Mais ce que j'ai trouvé génial et que j'ai découvert il y a peu, c'est plein de groupes Facebook. Je suis maman allaitante ou maman allaitante Vendée, parce que moi, je suis de la Vendée. Et en fait, il y a vraiment une sororité et un développement d'une empathie et d'une bienveillance incroyable sur ces groupes-là. Et je trouve que ça nous remet aussi un peu à notre place en tant que professionnels de santé et se dire qu'encore une fois, on n'est pas que des sachants et qu'on n'est pas juste là pour donner de l'info et que en fait encore une fois cet allaitement il se construit par toutes ces relations de bienveillance et que l'on peut retrouver aussi sur les réseaux et je trouve qu'aujourd'hui les réseaux c'est un super levier en fait pour trouver des informations. Donc voilà, moi la belle découverte que j'ai fait récemment, voilà, c'est tous ces groupes Facebook que j'ai découverts et que je trouve extraordinaires parce que en fait les gens d'eux-mêmes vont les conseiller d'aller se tourner vers tel professionnel ou de lire tel ouvrage. Donc je trouve ça Mm. extraordinaire. Donc voilà. Moi, je trouve que les groupes Facebook, Instagram, etc. sont de très, très beaux leviers aujourd'hui pour l'allaitement maternel. Super, merci pour ton retour, Chloé. Audrey, je vais te passer la parole aussi. Juste petite parenthèse, moi, le site de la Leche League, ça a été une mine d'informations pour moi à titre perso, surtout pour mon premier allaitement qui a été compliqué. Mon réflexe est devenu mot-clé dans Google, suivi de Leche League. Et ensuite, on a quand même des articles, enfin voilà, des choses sourcées et c'est confortable. C'est confortable voilà, d'avoir cette assurance-là. Est-ce que tu as des ressources à partager, Audrey? Moi, c'était ça, c'était mon rapport à la Leche League. D'ailleurs, je suis allée à 2 réunions quand j'ai eu mon premier et après, c'était me servir du site internet en faisant ça, taper. Maintenant, j'ai appris à me servir de la recherche Hmm. du site qui est pas hyper bien faite, mais en fait, il y a quelques subtilités, mais on peut y arriver. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super important. Après, comme Chloé, moi après j'étais sur les groupes Facebook. Mais alors il y a un peu de tout quand même. Il y a des groupes où on sait qu'on n'a pas le droit de trop parler du biberon, sinon on se fait tomber dessus. Donc voilà, faut chercher le groupe qui nous convient. Après, ça peut nous convenir aussi. Et c'est vrai que pour ça, j'aime beaucoup le groupe Facebook de la Leche parce que il y a une multitude de projets, une multitude de mamans. Il y a pas de tabou, il y a pas de. Et ça, c'est plutôt chouette. Et après, de mon côté, je dirais les animatrices locales et les réunions de la Leche qui sont un peu le cœur de notre association, hein, se retrouver entre mamans, mais aussi entre parents et de pouvoir discuter. Et à chaque fois, les mamans, elles vont décrire que ça leur fait une bouffée d'air frais, surtout pour celles qui n'ont pas autour d'elles d'autres mamans qui allaitent. Hmm. Et ça c'est vraiment chouette de voir les mamans voilà, s'entraider. Je rejoins Chloé, hein, toute cette notion on est là les unes pour les autres et de partage d'expérience et de puiser. Ça fait beaucoup de bien en fait de voir qu'on n'est pas seul. Hmm. Super, merci pour le partage, Audrey. Est-ce que Flora, tu veux rajouter tes ressources clés? Oui, alors du coup, je rejoins les filles sur les groupes. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas précisé, mais je suis lactédante. Donc, je suis bénévole pour l'association Allaitement Tout un Art. Et c'est clair que pour moi, le forum et l'allaitement tout un art et la Leche League, c'est deux ressources vraiment importantes. Moi, j'ai quand même un petit livre chouchou que je conseille aux parents, pas seulement pour eux, mais parce qu'en fait, il est facile d'accès, facile à lire. Et généralement, si on le laisse traîner dans le salon, il y a Tata René, Tonton Hubert et Mamivette qui vont le lire. C'est le livre manuel très illustré de l'allaitement de Caroline Guillot. Et pour les mamans, parce que je fais beaucoup d'accompagnement de mamans de jumeaux, souvent je leur propose, alors ça peut être anxiogène, donc il y en a pas mal qui sont à la fois théorisés de la prématurité et à la fois veulent pas s'y projeter.
Donc je leur dis, bah écoutez, si vous le sentez, mettez-le dans votre sac. Le manuel très illustré de l'allaitement, qui pour moi d'ailleurs devrait être, c'est même presque dommage qu'il ait rajouté allaitement parce qu'il décrit tellement bien les services de prématurité que ça pourrait servir à tout parent prématuré. Et j'ai eu pas mal de mamans qui du coup préma se sont effectivement retrouvées en prématurité et qui m'ont dit mais heureusement que j'avais ce livre dans mon sac, ça m'a fait un bien fou. C'est un des premiers trucs qu'on a sorti. Et bon, elles avaient aussi mon numéro et il y avait d'autres choses, mais ce livre-là, voilà. Donc ces 2 livres, c'est quand même mes livres chouchous, même si je rejoins Chloé, il y a autant de familles que d'outils. Donc ça dépend vraiment si vous êtes podcast, livre ou autre. Mais je trouve que celui-là, il sensibilise tout le monde parce que comme il y a des images, tout le monde veut l'attraper. Et moi, je m'en sers surtout d'outils pour sensibiliser l'environnement, bien plus que la mère. Et généralement, tous les papas le lisent. Super. Ouais. Merci Et pour. pour rejoindre sur les groupes Facebook où il y en a des plus ou moins, je suis d'accord avec toi Audrey sur biberon et autres. Et moi donc j'ai un livre sur le sevrage du bambin. Sur certains groupes Facebook, il est blacklisté parce qu'il autorise le sevrage du bambin à l'inverse du sevrage naturel qui devrait être la décision de l'enfant selon certains groupes. Donc effectivement je rejoins, choisissez quand même vos groupes. Pour moi un bon groupe c'est un groupe qui respecte votre projet et ce que vous avez envie. Vous êtes capable de dire, si vous vous sentez pas bien dans votre allaitement et que la seule chose qu'on vous répond c'est normal, prends sur toi, changez, que ce soit de professionnels, d'alentour ou de groupe. Ouais, merci pour le partage, Flora. Ouais. Donc les groupes Facebook, oui. Prenez le temps de vérifier que voilà, lisez les règles du groupe, la description, souvent ça suffit à voir si on est aligné avec ce qui se partage ou pas. Et tout ça me fait penser aussi à une sage-femme qui m'a un peu accompagnée pendant ma grossesse, qui me disait que elle, sa méthode pour voir comment se passait un allaitement, entre guillemets, c'était juste de poser une question à la maman. Comment la maman se sent à partir du moment où la maman se sent bien? En général, c'est quand même plutôt bon signe, même si après, on va avoir d'autres indicateurs. Si la maman se sent mal, pareil, même si la courbe de poids est très bien, même si voilà, il y a quelque chose à venir travailler et c'est essentiel de revenir aussi là-dessus, sur le ressenti de la femme, de la maman, pas oublier. Merci à toutes pour vos partages. Alors, on arrive à la fin de la conférence. On a eu 2-3 petites questions. Donc, si jamais certaines sont dispo, veulent rester pour les réponses, vous pouvez. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, c'est le moment de nous quitter. On a eu la question, est-ce que le coparent a un rôle crucial pour protéger l'allaitement face aux remarques décourageantes de l'extérieur? Donc, je ne sais pas quand est-ce que la question a été posée, on l'avait peut-être un petit peu abordée. Est-ce que Chloé, tu veux nous donner ton retour là-dessus? Comment est-ce que le coparent peut contribuer à préserver un petit peu ce cocon-là? Bien sûr, le coparent, il a un rôle essentiel, donc en effet, sur l'accompagnement et vraiment le soutien du processus de l'allaitement. Et en même temps, il a un effet bouclier qui peut être extraordinaire pour protéger et préserver les mamans allaitantes et protéger en fait la triade, hein, parents et bébé. Tout simplement parce que le papa, il a une prise de recul que les mamans n'ont pas. Et c'est exactement, bon, je sais plus si c'est Flora ou Audrey qui en parlait tout à l'heure, ou je crois que c'est Audrey, où en fait, quand on est maman allaitante, on a un peu le nez dans le guidon parce qu'on est dans l'action, on est en train d'installer son bébé au sein, on est en train de checker est-ce que le nez touche bien, est-ce que le menton touche, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal. Donc on se concentre sur vraiment le côté très pratique de l'allaitement. Et ce coparent, il est extraordinaire dans ce processus parce que il va pouvoir faire écran, en fait, permettre de mettre une bulle autour de cet allaitement qui est en train d'éclore, qui est en train de se mettre en place. Et un papa qui est parfaitement convaincu et des bienfaits de l'allaitement et de tout ce que cela apporte en fait au sein de la structure familiale, c'est extraordinaire. Enfin, pour moi, le mot extraordinaire, ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est vraiment, il est essentiel. Il est essentiel parce que c'est le pilier de la maman, c'est le pilier aussi du papa. Il est en train de devenir sa deuxième référence d'attachement. Donc à partir du moment où on a un papa qui est serein, et un papa aussi alors ils sont extrêmement surprenants parfois, c'est parfois ils sont en train de stress et ils vont venir stresser tout le monde. Et à contrario, pour certaines thématiques, ils sont là en train de dire, mais c'est roule, pourquoi est-ce que tu te stresses? Laisse ta belle-mère dire ce qu'elle a envie de dire, il faut que ça glisse, il faut que ça coule et ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et là-dessus, je les trouve fantastiques. Donc oui, bien sûr qu'ils ont leur rôle à jouer et bien sûr que ce sont des vrais boucliers, une vraie armée en fait autour de cette famille qui est en train de se construire et cet allaitement qui est en train de se lancer.
Oui, et peut-être qu'il y a une part aussi il y a un tout petit peu plus de recul de la part du papa, parce qu'en fait, c'est pas son corps qui est attaqué, c'est pas son corps qui est remis en cause, quand on a, voilà, tous ces questionnements, ces jugements qui peuvent arriver de l'extérieur. Et donc, il va prendre, voilà, ce rôle un peu de défense, hein, lorsqu'il a les infos pour pouvoir le faire. Et donc oui, absolument, absolument, c'est une ressource juste tellement précieuse d'avoir un coparent à ses côtés pour préserver ça. Merci beaucoup Chloé pour ton retour. Ensuite, on a une question au sujet des prothèses mammaires. Donc, la puéricultrice de la maternité m'a dit que les prothèses mammaires compliqueront l'allaitement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la parole par rapport aux prothèses mammaires? Moi, je voudrais juste dire que ce qui est vrai, c'est que si la puéricultrice dit que les prothèses mammaires, ça va compliquer l'allaitement, elle est en train de compliquer potentiellement l'allaitement en affirmant une telle chose, en fait. Et ça, on sait que c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on peut affirmer qu'une maman qui a des prothèses mammaires aura des difficultés? On ne peut pas l'affirmer parce que ça dépend de tout un tas de choses, en fait. Par contre, on sait que si de base, on dit à des mères qui ont des particularités au niveau morphologique des seins ou des chirurgies qu'elles ont de grandes chances d'avoir des difficultés d'allaiter, et ben ça participe aux difficultés de l'allaitement. C'est intéressant, Audrey, ça me fait beaucoup penser à la naissance finalement. Lorsqu'on dit à une maman, tu as de grandes chances d'avoir une césarienne, on sait que ça impacte la façon dont la naissance se passe, dans la manière dont c'est vécu. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles depuis qu'on échange tout à l'heure entre la mise en place de l'allaitement, préserver cet espace-là, etc., et la naissance en elle-même aussi. Donc, c'est intéressant de le savoir, ouais, que tout ça, ça impacte aussi la façon dont ça se passe concrètement. Est-ce qu'on a Bien sûr, et je me permets de compléter juste ce que tu dis, Audrey, pour aussi répondre de manière un peu plus concrète à cette personne. C'est qu'aujourd'hui, la chirurgie autour de la glande mammaire, elle est extrêmement précise, extrêmement pointue, et qu'aujourd'hui, on fait quand même des merveilles sur notamment les augmentations mammaires, et qu'il existe tout un tas de chirurgies. Et en tout cas, si la chirurgie a été faite de telle sorte à ce que la prothèse soit implantée derrière la glande et en fait même derrière le muscle, on vient juste avancer vers l'avant. Donc en fait, on vient créer du coup, un avancement de la glande mammaire. À partir du moment où les canaux ne sont pas touchés, la glande mammaire n'a pas été fragilisée au moment de la pose, il n'y a a priori aucune raison que cette maman ne puisse pas allaiter. Donc en fait, on ne se ferme pas de porte. En effet, ça peut être un facteur pour lequel on va être attentif, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément mal se passer. Au contraire, on va juste avoir un œil attentif sur cette situation-là et on va juste permettre à ce que tout se lance et créer ce projet d'allaitement en mettant les limites aussi clairement avec la maman pour pas qu'il y ait d'effet surprise. Et en effet, c'est ce que tu viens de dire, Audrey, qu'il n'y ait pas ce côté dégringolade de on m'avait pas dit ou alors on m'a dit que c'était pas du tout possible et finalement je me rends compte que en mettant mon bébé au sein, mais il se passe quand même plein de choses. Super, merci beaucoup En fait, pour vos ce qui est réponses. important, et je rejoins ce que dit Chloé, il y a effectivement des chirurgies aujourd'hui qui sont top, qui permettent de maintenir, mais il y a quand même la question à poser à la mère, vous avez quoi comme chirurgie? Parce que ça existe, mais les chirurgiens, l'allaitement, ils n'en tiennent pas toujours compte. Donc des fois, par chance, on a effectivement une bonne chirurgie et des fois, on a des choses qui sont assez cata. Donc je rejoins Audrey dans le sens où de toute façon, si on dit à la mère ça va pas être possible, bah, on a tué les choses avant même de tester. Je rejoins complètement Chloé. Aujourd'hui, il y a des chirurgies qui sont top, mais du coup, c'est à voir avec la maman si elle le sait, quel type de chirurgie on a, et puis à partir de là, lui dire oh, ça devrait le faire, et puis être en surveillance, quoi. Et effectivement, avoir un pro de santé qui est formé et à minima une professionnelle d'allaitement formée. Et puis pouvoir expliquer la mécanique finalement à la maman, parce que c'est ce que tu disais, Chloé, en fait, si visuellement on imagine, si jamais ça a été une chirurgie bien faite, si on arrive à imaginer voilà, comment ça a été situé, etc., c'est hyper rassurant en fait de se dire, bon, bah, en fait, la glande mammaire, de toute façon, elle est devant, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien. Donc c'est un bon outil pour ces mamans-là. C'est toute l'importance en fait de prendre vraiment la personne dans son individualité et dans tout ce qui la compose. Et ça, c'est la base, c'est qu'il y a la théorie. Et puis la théorie, elle ne prend pas en compte qui on est, quel est notre parcours de vie. Il y a plein de choses à prendre en compte. Pour une chirurgie d'augmentation mammaire, on peut aussi se poser la question de quelle est la raison à la base, parce que il peut aussi y avoir des cas d'hypoplasie mammaire ou des choses plus particulières qui ont mené à ça. Et donc, il va y avoir
tout un questionnement à avoir pour se positionner en tant qu'accompagnant ou accompagnante. Et ça, c'est pour ça que voilà, c'est comme tous les mythes, tout ça, si on applique sans prendre la personne, elle, en considération, bah, on a tout faux en fait. Enfin, on passe à côté de peut-être 90% des choses importantes qui vont nous aider à trouver les bonnes ressources, quoi. D'où l'importance de bien se faire accompagner par les bonnes personnes qui vont prendre ce temps-là. Parce que les personnes avec lesquelles par lesquelles on se fait accompagner, les soignants, etc., n'ont pas forcément, même quand il y a la connaissance, n'ont pas forcément le temps de vraiment poser tout ça à plat. Donc, assister à des réunions de la Leche League, faire appel à une consultante en lactation, trouver les bonnes personnes ressources pour soulager un petit peu ces doutes qui peuvent arriver, ces questionnements, et pouvoir profiter, tout simplement, de ces premières semaines, de ces premiers mois avec bébé. Merci à toutes pour ce temps d'échange, pour vos réponses, pour toutes ces infos précieuses que vous aurez pu nous transmettre. J'espère que ça aidera du coup les futures mamans, les jeunes mamans à savoir un petit peu vers quoi se tourner et que surtout que ça leur aura donné des éléments pour gagner un petit peu en confiance dans leur projet en cours ou leur projet à venir. Merci à toutes. Est-ce que je peux dire juste un petit mot sur Saint-Pristi? Bien sûr, vas-y. On a 2 minutes. Du coup, moi, je porte un projet qui s'appelle Saint-Pristi, où l'objectif, c'est de remettre la place de la femme allaitante dans l'espace public. Parce que ces dernières années, et surtout depuis le Covid, je trouve, il y a de plus en plus de femmes qui sont empêchées, voire agressées en allaitant en extérieur. Et que je trouve aussi chez des mamans, souvent, elles ont les remarques qu'elles n'ont pas le droit d'allaiter devant la famille. Enfin, il y a encore des choses compliquées, notamment parce que l'allaitement et le sein, en tout cas, est vu très sexué. Donc l'idée, c'est de remettre la place de la femme allaitante dans des lieux publics. Et pour ça, je fais appel à des portraits d'allaitement, donc des photos et un audio de 5 minutes avec un bout d'histoire, pour avoir un maximum de portraits, venir le remettre dans des cafés, des mairies, des bibliothèques, et que petit à petit, on vienne réhabituer l'œil à l'image de la femme allaitante, parce que je pense vraiment que ce qui dérange, c'est ce qu'on ne voit pas. Et l'avantage d'avoir ces portraits audio, c'est de pouvoir vraiment s'immerger dans c'est quoi être une femme allaitante aujourd'hui. Je pense que ça peut aider et le grand public à se rendre compte de la réalité des femmes, et les femmes qui allaitent à oser allaiter en dehors, et les femmes qui un jour peut-être se projetteraient à se rendre compte c'est quoi allaiter et peut-être avoir des ressources pour être aidées. Voilà le projet Saint-Pristi. Donc je récolte, il y a toutes les infos sur mon compte Instagram. Je récolte les portraits jusqu'au 30 juin. Peut-être que je réouvrirai plus tard, mais pour l'instant, je me limite déjà à ça. Et l'objectif, c'est d'avoir les premières galeries pour la Semaine mondiale de l'allaitement en octobre, et après que ça tourne sur toute la France et qu'on fasse des choses, quoi. Super engagement, super. Merci beaucoup Flora pour le partage. Donc Saint-Pristi, pour celles qui veulent aller voir. On a eu le partage dans le chat de la part de Emma. Merci la régie. Merci à toutes, très belle soirée et à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.